Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 3 mars. Voici les titres de ce journal. L'abstention sera-t-elle la grande gagnante des départementales? En tout cas, à 3 semaines du vote, ces élections n'intéressent que très peu de personnes. Vous le verrez. Les jobs d'été ne sont plus réservés aux jeunes. Les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à tenter d'obtenir un poste, même pour 2 mois. Dans les forums, la population est donc de plus en plus large. Découverte à la fin de ce journal de l'aluette, que l'on appelle aussi le jeu de la vache. L'activité est peu connue, pourtant la discipline perdure depuis des décennies sur le département. Les 22 et 29 mars prochains, ce seront les élections départementales, les premières du genre depuis le redécoupage des cantons. Mais à 3 semaines du premier tour, l'abstention semble déjà la grande gagnante. Il faut dire que beaucoup se trouvent un peu perdus face à tous ces changements, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Sur ce marché, la foule a l'air plus préoccupée par son panier de courses que par les prochaines élections départementales. Un scrutin qui ne fait pas vraiment les conversations ici. Et à la question « Allez-vous voter ?», c'est bien souvent la même réponse. Non, parce que je ne me suis pas du tout renseignée encore. J'ai suivi ça très très loin. Je sais pas encore. Je sais pas, du tout, hein. Si je vais aller voter? Pour l'instant, aucune idée. Je ne savais même pas qu'il y avait des élections, donc voilà. Non, je m'en occupe pas, alors non. Il faut dire que les élections cantonales deviennent cette année départementales et le nombre de cantons, lui aussi, a changé. Mais ça, ces électeurs du canton de Chaland ne semblent pas vraiment au courant. Non, je connais pas le nombre exact. Oh, alors là, vous me posez une colle, là. Ça, c'est une bonne question. Non, là, j'ai pas la réponse. Je sais pas. J'en sais rien. Un nombre de cantons qui passe donc de 31 à 17. Bref, pour beaucoup, le scrutin est plutôt flou. Ajoutez-y le contexte politique difficile et forcément, le désintérêt semble croissant pour une partie des électeurs. Je pense pas que ça changera grand-chose. La politique, ça m'intéresse pas. J'ai pas beaucoup d'illusions, voilà. Quand la confiance n'y est plus, il n'y est plus. Hein. Et les électeurs vont devoir se prononcer dans une élection au niveau local qui, en règle générale, n'attire pas les foules. Avec des conditions d'élection, des circonscriptions, des candidats qui ne sont plus du tout présentés de la même manière. Et avec, je dirais, un enjeu qui n'est pas déterminé véritablement, puisqu'on ne sait pas ce qu'ont vont être véritablement les compétences de ceux que l'on va élire. Très sincèrement, ça ne pousse pas les électeurs à s'intéresser à cette élection. Reste maintenant 19 jours aux 74 binômes candidats pour convaincre les électeurs d'aller aux urnes. Alors pour comprendre, les élections départementales remplacent donc les cantonales. Avant, vous votiez pour un conseiller général qui siégeait au conseil général. Le 22 mars, vous élirez un conseiller départemental qui siégera au conseil départemental. Alors ici, il s'agit surtout d'un changement d'intitulé. Et si cette élection a lieu cette année, c'est simplement parce que les cantons ont été redessinés. La Vendée, par exemple, compte aujourd'hui 17 cantons contre 31 hier. Et nous allons donc poursuivre avec la présentation des candidats à ces élections. À chaque fois, il s'agit d'un binôme homme-femme. Et pour cette première élection, on compte 74 binômes candidats. Ce soir, nous sommes à Mortagne-sur-Sèvre. Regardez la carte. Ce canton a gagné 4 communes, dont 3 qui appartenaient jusqu'alors au canton de Montaigu. L'une des particularités, c'est d'abord le canton du président du conseil général, Bruno Retailleau, qui a d'ailleurs annoncé qu'il ne se représentait pas. Autre particularité, il n'y a que 2 binômes candidats sur ce canton. Ailleurs, on peut en compter jusqu'à 7, comme sur le canton de Saint-Hilaire-de-Riez ou encore celui de La Roche-sur-Yon Sud. Alors dans ce canton de Mortagne-sur-Sèvre, on va commencer par entendre Guy Gantier. Il se présente avec Christiane Vier. Tous deux porteront l'étiquette du Front National de Marine Le Pen. On écoute donc Guy Gantier. Il nous présente les principaux axes qu'il entendent défendre au cours de leur campagne électorale. La priorité pour le canton, donc, c'est l'immigration, l'insécurité, les impôts, surtout le foncier, l'aide aux personnes âgées, donc l'APA, les personnes handicapées, donc MDPH, la petite enfance, le maintien du département dans leurs compétences, et il faut lutter pour faire échec à la réforme territoriale en cours. Et aussi le développement du tourisme. On veut s'investir sur le département de la Vendée sur l'étiquette bleu marine pour être présent dans tous les cantons et éventuellement la soutenir quand elle va déposer sa candidature au présidentiel.
On va entendre maintenant Guillaume Jean. Il est maire de Malièvre et se présente avec Cécile Barrault. Tous deux sont d'hiver droite et sont soutenus par Bruno Retailleau. Parmi leurs axes de campagne, le soutien aux communes et aux associations ou encore l'importance de la culture. On écoute leurs autres priorités. 3 grands souhaits pour cette campagne. Le souhait d'une Vendée qui prépare l'avenir, avec une priorité donnée sur l'innovation. Nous sommes dans un canton où l'innovation, c'est un petit peu la marque de fabrique des entreprises. Donc le département devra continuer à encourager et accompagner l'innovation. Une Vendée solidaire, bien sûr, puisque c'est le cœur de compétence du département. Et les questions liées au handicap, à la fin de vie, mais aussi à la petite enfance, devront trouver des réponses. Et puis nous souhaitons enfin une Vendée accueillante et rayonnante, puisque l'attractivité du département et singulièrement celle du canton de Mortagne-sur-Sèvre est liée à son dynamisme et à la qualité de son cadre de vie. Et tous les candidats sont à retrouver sur le site internet de TV Vendée, rubrique Actu. Et puis, toujours au chapitre politique, le numéro 1 du Parti communiste français, Pierre Laurent, sera en Vendée demain, mercredi, dans le cadre d'un tour de France des régions. Le secrétaire national du PCF rencontrera les militants de gauche à partir de 12h aux anciennes écuries des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Le PCF est associé, je vous le rappelle, au Front de gauche dans la campagne des départementales. 2 familles de l'Est installées en Vendée risquent l'expulsion. Lundi, un collectif militant s'est donc rassemblé pour les soutenir. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant la préfecture de Vendée. La journée a d'ailleurs été baptisée le lundi noir des expulsions. Le collectif souhaitait dénoncer la situation de ces 2 familles en situation irrégulière. Aujourd'hui, la famille tchétchène vit à la Motte-à-Char avec un nourrisson de quelques semaines. L'autre est originaire de Russie et compte 2 jeunes enfants. L'état de santé du père nécessite des soins, mais la famille risque d'être renvoyée en Belgique, comme l'explique l'un des membres du réseau d'éducation sans frontières. La préfecture de Vendée a décidé de réexpulser, on peut le dire, une famille qu'elle avait déjà expulsée en Belgique, mais comme d'autres, dans des pays qui n'en veulent pas. Et on crée donc l'errance d'un père, d'un étranger malade, mais on crée aussi l'errance d'enfants. Il y a un moment donné, on ne peut pas leur faire choisir, je dirais, la peste et le choléra, c'est-à-dire le non-droit en France, en Belgique ou en Pologne, sous prétexte d'une législation qui globalement en fait des citoyens, mais des citoyens sans droit, puisque c'est des citoyens qu'on se renvoie comme une balle de ping-pong aujourd'hui. À 4 mois de l'été, les forums pour les jobs saisonniers se multiplient sur le département. Mais depuis quelques années, le profil des candidats a changé. Il y a bien sûr les jeunes, mais parfois trop jeunes, mais également les demandeurs d'emploi, comme a pu le constater Anne-Lise Vinet dans les allées du forum de Fontenay-le-Comte. Parmi le brouhaha des visiteurs, Florent, 17 ans, se concentre pour prendre des notes. Accompagné de sa mère, il cherche son premier job saisonnier. Ce jeune lycéen envisage de devenir psychologue. Mais pour cet été, ça sera le maraîchage. Première rencontre avec un recruteur. J'ai répondu que j'avais 17 ans. Mais après, c'est pas aller plus loin parce que je n'avais pas l'âge requis. Premier échec, mais Florent refuse de baisser les bras. Comme lui, Pascal, qui lui a 32 ans, est venu chercher un emploi. Actuellement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, parce que moi je suis chimiste, mais il n'y en a pas beaucoup ici, moi je cherche dans tout un endroit où je peux trouver un boulot. N'importe quel boulot, je suis prêt à faire. Pascal n'est pas le seul dans cette situation. Moins de 20 ans et demandeurs d'emploi se partagent le marché. Il est vrai que les partenaires et puis les recruteurs constatent que les gens sont de plus en plus âgés. Il y a moins d'étudiants, enfin en plus il y a plus de demandeurs d'emploi qui fréquentent les allées du forum. Il y a plus de chômage, donc les demandeurs d'emploi viennent aussi ici pour accrocher avec l'emploi par l'emploi saisonnier. À la fin de l'entretien, Florent a réussi à obtenir 2 adresses pour envoyer son CV. Une réelle opportunité pour un mineur face à des contraintes pour les entreprises. Ces postes ne sont accessibles que sur des postes sans aucune pénibilité, avec des horaires très limités. Et donc pour des postes faciles. Donc en fait la plupart du temps les postes pour les très jeunes ça va correspondre à l'estimage de maïs la plupart du temps. Un peu plus de 3000 postes à pourvoir au mois de juillet en Vendée. Et puis ensuite à partir de 17 ans, 16-17 ans, on va avoir des postes dans le melon ou en arboriculture. Pour moins de 2000 offres d'emploi proposées, 450 personnes sont venues au forum. Une manifestation très efficace puisque la majorité des entreprises
a rempli son quota pour cet été. Et notez que d'autres forums liés à l'emploi se tiendront dans ces prochains jours, notamment demain, mercredi, au Sables d'Olonne. Ici, les jeunes et les demandeurs d'emploi pourront rencontrer des employeurs à l'occasion d'un job dating. Et puis également mercredi, à Saint-Jean-de-Mont, cette fois, le public sera invité à venir discuter avec les professionnels pour découvrir toutes les possibilités offertes par les métiers. Vous le savez, d'ici à 2020, les 3 communes du Pays des Olonnes ne formeront plus qu'une seule entité. Et cette fusion va plus loin encore. Les élus souhaitent en effet créer en plus une intercommunalité. Concrètement, l'idée serait de regrouper les Sables d'Olonne, Olonne-sur-Mer et le Château d'Olonne, bien sûr, mais également l'île d'Olonne, Sainte-Foy, Véret et Saint-Mathurin. Ici, il ne s'agit pas de faire une nouvelle grande commune, mais une communauté d'agglomération. Un schéma de mutualisation vient donc d'être validé. Ce document de 33 pages explique comment les communes vont travailler ensemble, quelles actions ont déjà été mises en place et quels dispositifs seront adoptés dans les prochaines années. L'objectif est d'optimiser et de rationaliser les services, comme l'explique le président de la communauté de communes des Olonnes. Nous voulons mettre en commun des moyens pour économiser l'argent public et offrir un meilleur levier de développement pour notre agglomération, là où aujourd'hui, finalement, il y a 3 collectivités intercommunales. Demain, il n'y en aurait qu'une à l'échelle de ce seul bassin de vie. Donc ça veut dire une communauté d'agglomération, ça veut dire plus de décisions, plus d'actions et moins de dépenses d'argent public puisque les services sont regroupés au sein d'une même structure qui est cohérente sur un territoire. On le sait, la France est reconnue pour son savoir-faire artisanal et industriel. Chaque année, le label Patrimoine Vivant récompense d'ailleurs les meilleures entreprises. En Vendée, 15 d'entre elles viennent d'obtenir ce titre national. Vous le voyez sur cette carte. Et pour la première fois, le secteur de la couture fait partie des lauréats. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de cette petite entreprise familiale devenue une véritable marque dans le monde du luxe. Reportage d'Aurélia Horner. 29 minutes pour faire cette opération-là. D'accord ? Pour abattre la pose du jabot, elle fait aussi la pose bouton et enlever le fil des paillettes. De la précision, de la patience et du doigté, ce sont quelques-unes des qualités indispensables pour travailler ici, dans cette entreprise spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe. Sur le site, 105 employés que le même amour du travail rassemble. C'est vraiment un plaisir de travailler des beaux produits. Surtout le luxe, hein, et on est toujours content d'avoir réussi quelque chose, quoi. Même la mode, ce qui est joli, l'esthétique, il faut avoir le goût du détail, l'œil aussi. Le travail est très passionnant, hein, de toute façon, parce que c'est une découverte à chaque fois, à chaque modèle. Ça demande beaucoup de patience, de la dextérité bien sûr, et puis il faut aimer ce qu'on fait, il faut vraiment être... je dirais passionné par ce qu'on fait en fait. Et c'est sans doute cette passion, cette exigence du travail bien fait entre autres, qui a permis à l'entreprise d'obtenir le label du patrimoine vivant en octobre dernier. La particularité du luxe, c'est de faire des modèles qui sont, enfin en tout cas chez nous, extrêmement difficiles à faire, puisque les couturiers nous donnent les modèles souvent les plus difficiles à réaliser. Et donc ça nécessite, si vous voulez, en termes de compétences techniques, une très très haute compétence à tous les niveaux, à tous les postes de l'entreprise. Là, on travaille plusieurs matières à la fois sur une même robe. Donc ça peut être du plastique, du cuir, de la laine, du tissu. Donc c'est des modèles qui sont très 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 complexes. La complexité, justement, les employés y sont confrontés tous les jours. J'ai des problèmes au niveau de ma ceinture. Donc ça, c'est les aléas du montage. Quand on découvre les modèles, hein, il y a quelquefois des aléas. Ça tombe pas forcément comme on voudrait. Il y a des contrariétés de tissu. Là, c'est le plissage du tissu principalement parce qu'on a une pièce qui est plus grande que le patronage. Et il faut former des plis. Notre tissu n'est pas plissé à l'origine. Né en 1948 d'une petite entreprise familiale, l'établissement se lance dans le prêt-à-porter haut de gamme dans les années 1985. Aujourd'hui, ce sont les grands couturiers leurs principaux clients. Avec l'obtention de ce nouveau label, les établissements auvinais ont encore de belles années devant eux.
Il n'est pas simple de créer ou de reprendre une entreprise. En Vendée, depuis 2006, le réseau Entreprendre accompagne donc ses futurs dirigeants. Chaque année, plusieurs projets sont sélectionnés et peuvent donc bénéficier des conseils et du soutien des dirigeants déjà en activité sur le département. Il y a quelques jours, les lauréats 2014 ont été présentés. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet, l'occasion de découvrir les 17 projets. Quelques exemples. L'un des lauréats souhaite créer un restaurant de cuisine faite maison. Un autre envisage de mettre sur pied une société de climatisation. 2 autres espèrent créer une attraction avec le ski nautique. On écoute d'ailleurs le président du réseau au sujet de cette promotion 2014. Cette année, on se rend compte qu'il y a plus de créateurs que de repreneurs. Parce que cette année, avant, on était toujours à 50-50. Cette année, on est à 60-40 à peu près, 60% de créateurs et 40% de repreneurs. On se rend compte que les modèles d'entreprise changent et puis qu'on a besoin d'innovation, de création pour renouveler un peu le tissu économique. Cette question à présent, connaissez-vous l'Aluette? Les anciens peut-être, les jeunes certainement moins. Il s'agit d'un jeu de cartes qui se pratique depuis des décennies dans les campagnes vendéennes. On l'appelle d'ailleurs également le jeu de la vache. Alors aujourd'hui, l'activité tente de perdurer. Des concours sont d'ailleurs encore parfois organisés. L'occasion de découvrir cette discipline à mi-parcours entre la belote et le tarot. Reportage de Delphine Ledu. Claude, Mano, Guy et Gisèle sont en pleine partie d'Aluette, un jeu de cartes qui se joue à 4, 2 contre 2. Sur cette table-ci, les femmes ont fait équipe. À chaque début de partie, le duo est autorisé à se montrer les cartes. Ça, c'est les signes pour faire à l'adversaire quand on a ces cartes-là. Mais nous, ici, dans les concours, on se fait voir le jeu, on se montre le jeu. Comme eux, ils sont nombreux cet après-midi à jouer à l'Aluette, un jeu qui aurait été importé par les marins espagnols dans les ports français de l'Ouest. Il est depuis très longtemps pratiqué en zone côtière et dans les campagnes vendéennes, et certains y jouent depuis très longtemps. L'Aluette, on a appris ça, c'est le premier jeu qui se jouait dans les campagnes. Les parents, les grands-parents, les parents jouaient à l'Aluette, les grands-parents jouaient à l'Aluette. Même avant, à 4-5 ans, ça y est, on apprenait à l'Aluette. Tout le monde dans le coin. Du côté des règles, le jeu compte 48 cartes, de la plus forte à la moins forte. À chaque partie, le joueur en reçoit 9. L'As, la vache, le borgne, le grand 9 ou encore le petit 9. Chaque carte correspond à une mimique. Le but du jeu, faire un maximum de plis pour marquer des points. Un jeu qui a tout de suite plu à Clément, 11 ans, qui a appris l'Aluette avec sa grand-mère. J'aime bien jouer aux cartes. Je trouve très bien, parce que ça l'apprend à réfléchir. On essaie de transmettre ce jeu, mais on a beaucoup de difficultés, parce que les gens sont demandeurs, mais lorsqu'on leur demande de venir prendre des cours, ils ne viennent pas. 4 concours d'Aluette par an sont proposés dans cette association. D'autres clubs en Vendée continuent de faire perdurer ce jeu, et toujours dans la bonne ambiance. On regarde le temps prévu pour demain et ce mercredi 4 mars débutera sous un beau ciel bleu. Ensuite, les nuages s'imposeront au fil des heures et quelques averses sont même annoncées. Quant aux températures, elles dépasseront une nouvelle fois la barre des 10 degrés. Et Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant dans la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.